Bonjour, bienvenue pour cette troisième leçon euh, politique avec l'affirmation de l'État monarchique. On a vu que progressivement les rois de France arrivaient à grignoter un petit peu de l'espace royal, enfin du domaine royal pour étendre leur pouvoir. On va voir aujourd'hui que cette affirmation de l'autorité du roi prend de l'ampleur avec comment les rois prennent-ils le contrôle définitif du royaume et chasse-t-il tous les éléments seigneuriaux ou autres qui sont présents sur le royaume de France. Et c'est la guerre de Cent Ans qui va nous donner certains éléments de réponse. Cette guerre, qui en réalité n'a pas duré 100 ans, mais un petit peu plus, 116 ans, va nous donner des éléments de réponse pour expliquer comment les différents rois ont réaffirmé définitivement et affirmé leur autorité sur le territoire. Donc, en gros, en petit e, nous allons voir les causes, les origines de la guerre de Cent Ans. Guerre de Cent Ans qui est un élément explicatif pour comprendre comment les rois prennent-ils le contrôle définitif du royaume. Alors, il faut commencer par notre ami Charles IV. Charles IV, roi de France, meurt sans avoir eu d'héritier pour lui succéder. Meurt. Et il n'a pas d'héritier. Et vous savez que pour être roi, il faut être le fils de roi, donc personne pour lui succéder. Dans quelques cas particuliers, quand il n'a pas de fils, on va procéder à une élection. Mais les conditions pour être roi de France, c'est être fils de roi. Donc, que va-t-il se passer? On va pouvoir déjà noter qu'en 1328, Charles IV, roi de France, meurt sans avoir eu d'héritier pour lui succéder. Dont la question va se poser, qui pour être sur le trône de France? Et là, les choses vont commencer à devenir un petit peu compliquées. Commençons par lire ce texte où un auteur du XIIIe siècle à peu près affirme, dit, écrit ce qui va se passer. À la mort du roi Charles IV, les barons furent convoqués pour choisir un successeur. Ah, c'est-à-dire que dans ce cas précis, on ne va pas procéder comme l'on fait d'habitude, puisque Charles IV n'a pas de fils, mais il va y avoir ce qu'on appelle une élection qui va réunir les grands nobles du royaume et qui vont déterminer qui est le plus apte à succéder à Charles IV. Et on a quoi ici? Deux possibilités, Édouard III et Philippe le Bel, qui peuvent être les prétendants à la succession de Charles IV. Sauf que Édouard III a un petit problème. Édouard III est un Anglais. On va le voir tout à l'heure par le jeu des mariages. Et ça, c'est un petit problème. Et Philippe le Bel a un autre petit problème. Il n'est pas un successeur direct de Charles IV. Mais à l'arrivée, la décision qui est prise, c'est que la garde du royaume va être donnée par les barons à Philippe de Valois, parce qu'on ne veut pas, en France, avoir un roi anglais qui domine le territoire de France, alors que légitimement, ça serait plutôt Édouard III qui serait le mieux placé, nous allons le voir. Alors, compliqué tout ça, rien de tel qu'une bonne petite chronologie. Nous remontons à Louis IX, que l'on avait vu, qui est un capétien. Louis IX a un fils qui s'appelle Philippe III, qui est aussi capétien. Philippe III, qui va être marié à Isabelle d'Aragon, peu importe. Et tous les deux vont avoir un fils, le futur Philippe IV, qui est aussi capétien. Ce Philippe IV qui va se marier avec Jeanne de Navarre. Et ils vont avoir 7 enfants au total, dont l'aîné est Charles IV, qui doit succéder à son père. Or, ce Charles IV, nous l'avons vu, problème, il n'a pas d'enfant pour lui succéder. Donc, on va devoir eh bien, trouver une solution. Sachant que, si on remonte un petit peu, eh bien, Louis IX est mort, Philippe III et Isabelle d'Aragon sont morts, Philippe IV est mort. Donc, on va se dire, comment faire pour lui succéder? On va essayer de voir si Charles IV, ou les enfants plutôt de Philippe IV, n'ont pas des droits de succession. Et on remarque qu'il y a d'autres enfants, et notamment
Isabelle. Mais le problème d'Isabelle, c'est que c'est une femme. Et les femmes ne peuvent pas prétendre au royaume. Alors on se dit, est-ce qu'Isabelle est mariée? Oui, Isabelle est mariée, mais à Édouard de Plantagenet, qui est un Anglais. Patatras, ces deux et ces trois souverains meurent, donc on va voir si Isabelle et Édouard II n'ont pas un fils. Si, ils ont un fils qui est Édouard III, toujours en anglais. C'est lui qui, regardez logiquement, si on suit la lignée, doit être le futur roi de France. Mais comme on l'a vu dans le texte précédent, ces barons-là refusent qu'un roi anglais soit gouverneur, soit roi, soit monarque du royaume de France. Donc on va aller chercher plus loin, on va remonter un petit peu, voir s'il n'y a pas d'enfants ici, ben ils sont morts, s'il n'y a pas d'enfants ici, ils sont morts. Et Philippe III, Capétien, il a une série d'enfants, et notamment Charles de Valois. Donc on va aller chercher une autre branche des Capétiens, ce qu'on va appeler la branche des Valois. Et Charles de Valois, marié à Marguerite de Valois, ont eu un fils. Ils sont décédés. Et ils ont eu un fils qui est Philippe de Valois. Et on va considérer, puisque regardez, tous ici sont décédés, c'est le seul, pour les barons, légitime à succéder au royaume de France, à avoir la couronne de France. Mais vous vous doutez bien que Édouard III Plantagenet ne va pas voir les choses de la même manière. Il va dire celui qui a droit à la monarchie française, à la couronne de France, c'est moi. Je suis de la lignée directe et lui n'est pas de la lignée directe. Voilà les causes de la guerre de Cent Ans, une cause de succession, une guerre de succession entre un prétendant anglais qui a droit au trône de France et un prétendant un petit peu qu'on est allé chercher trop loin, Philippe de Valois, mais qui a l'avantage d'être français. Donc pour résumer tout ça, on va pouvoir noter. En 1328, le pouvoir royal passe aux Valois, une branche cousine des Capétiens. Mais Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel comme on l'a vu, par sa mère et roi d'Angleterre, revendique la couronne de France. C'est le motif de la guerre de Cent Ans, une guerre de succession pour la couronne de France. Donc du coup, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons la situation en France avant la guerre de Cent Ans, voire, on l'avait vu dans les leçons précédentes, l'occupation anglaise ici, sur ce territoire qu'on appelle la Guyenne. Mais Édouard III, qui revendique ce trône de France, passe rapidement à l'attaque et lance une offensive par le nord, au plus près des frontières du royaume d'Angleterre, et rentre sur le territoire français en faisant le siège, en tentant de prendre une ville très importante, la ville de Calais, qui pourrait lui donner ensuite l'ouverture sur l'ensemble du territoire français pour revendiquer ses droits à la couronne de France. Donc, nous pouvons noter, en 1347, les Anglais, par Édouard III, prennent la ville française de Calais. C'est le début de l'occupation anglaise en France. Et nous avons ici une représentation de cette bataille de Calais, de ce siège de Calais mené par les Anglais. Ici, la ville de Calais est attaquée par les armées de Édouard III qui veulent prendre cette ville pour revendiquer la couronne de France. Donc, comment se déroule cette guerre de Cent Ans? On va voir les différentes grandes étapes. Alors, au tout début de la guerre de Cent Ans, eh bien, la France essuie de nombreuses défaites. Vous voyez ici sur la représentation, les archers anglais, c'est-à-dire les tireurs à l'arc anglais, sont extrêmement performants et massacrent littéralement les troupes françaises qui sont totalement dépassées par cette attaque-là. Et en plus, la situation devient encore plus compliquée, puisque le roi Jean, dit le Bon, Jean le Bon, fils de Philippe IV qu'on avait vu dans la dernière leçon, est capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers de 1356. On le voit ici sur la représentation, on ne va pas lui trancher la tête, c'est simplement pour montrer qu'il est soumis. Et soumis à qui? Au roi Édouard d'Angleterre, que l'on voit ici, qui se frotte les mains de sa prise, une prise très importante, puisqu'une rançon va être demandée pour libérer le roi. Une rançon, c'est quoi? Eh bien, les grands seigneurs du royaume de France vont devoir réunir une très forte somme pour pouvoir faire libérer
Jean le Bon, capturé par les Anglais. Donc la situation de la France ici est catastrophique au début de la guerre de Cent Ans. Donc par la suite, eh bien, on a cette domination anglaise sur le territoire français. Après la bataille de Poitiers, la France perd beaucoup de territoires face aux Anglais et un traité de paix est signé. Donc je reviens, les territoires perdus, ici vous avez en orange tout ce que récupèrent les Anglais, une partie de la Bretagne, tout l'ouest du territoire français, une partie du nord de la France. La France perd beaucoup de territoires et un traité de paix est signé qu'on va appeler le traité de Calais. Alors, que prévoit ce traité de paix? Eh bien, avant de le voir, vous allez du coup noter ceci. En 1360, après une série de défaites françaises, la France et l'Angleterre signent le traité de Calais, où la France, on l'a vu sur la carte, perd la moitié de ses territoires, mais en contrepartie, l'Angleterre renonce à revendiquer le trône de France. C'est-à-dire que ce traité de Calais fait perdre des territoires à la France, et en échange, la France arrive à négocier le fait que plus aucun roi anglais ne demandera à être roi de France par ce traité. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous avons le roi Henri V qui, à partir de 1380, souhaite reprendre les hostilités. On pensait que le traité de Calais avait stabilisé la situation, mais bien non. Le roi Henri V, roi d'Angleterre, veut revendiquer ses droits sur la couronne de France et il va se lancer dans une nouvelle attaque du territoire français. Il reprend les hostilités et une bataille, très célèbre bataille, la bataille d'Azincourt contre les armées françaises, donne une victoire très nette, très importante pour le roi Henri V. Alors pourquoi le roi Henri V d'Angleterre reprend les hostilités alors que la situation paraissait calme? Eh bien parce qu'en France, une situation complexe arrive. Vous avez un roi, le roi de France qui est Charles VI, qui est complètement fou, qui crie dans son palais, qui hurle, qui ne reconnaît même pas ses enfants et sa femme. Et le roi d'Angleterre, du coup Henri V, profite de cette situation de faiblesse pour attaquer le territoire français. Et une bataille, celle d'Azincourt, fait 10 000 Français morts contre seulement 600 Anglais. Et d'ailleurs, cette bataille, la bataille d'Azincourt, est encore célébrée aujourd'hui en Angleterre comme une démonstration de la puissance de l'armée anglaise que l'on peut voir sur cette représentation ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? Du coup, cette situation-là. En 1380, Charles VI est le nouveau roi de France, mais celui-ci est fou. Profitant de la faiblesse de la monarchie française, Henri V, le nouveau roi d'Angleterre, reprend les hostilités, c'est-à-dire les attaques. Et la bataille d'Azincourt, alors retenez la date, 1415, est une déroute pour l'armée française. Du coup, Charles VI va signer un traité de paix, un accord de paix, encore un nouveau, en 1420, le traité de Troyes, qui va être extrêmement handicapant pour le royaume de France, qui va poser de très lourdes conditions, de très lourdes contraintes au royaume de France, effectivement. Henri V est vainqueur, il a terrassé les armées françaises, donc il impose son point de vue et il impose son autorité avec ce traité de Troyes, vous allez voir, qui va encore plus affaiblir la monarchie française. Donc, pour comprendre ce que prévoit ce traité de Troyes, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, regardez bien cette généalogie. Donc, Charles VI, le roi fou, et Isabeau de Bavière, sa femme, ont 2 enfants. Charles, surnommé le dauphin, rien à voir avec l'animal marin, le dauphin, on verra pourquoi, et notre enfant, Catherine. Or, le traité de Troyes prévoit que Catherine doit se marier avec Henri V Plantagenet, n'oubliez pas, le roi victorieux de la bataille d'Azincourt. C'est pas un mariage d'amour, j'ai mis un petit cœur ici, mais ça n'a rien à voir avec un mariage d'amour, c'est prévu dans le traité, Catherine est obligée de se marier avec Henri V Plantagenet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a Henri V Plantagenet, vu qu'il se marie avec la fille du roi de France, est à la fois roi d'Angleterre, vous le voyez sur le blason que j'ai mis, mais aussi roi de France. Donc, si on regarde cette situation-là, eh bien, la France deviendrait anglaise. Et en plus, le traité de Troyes prévoit quoi?
que Charles ne peut plus prétendre à devenir roi de France, ne peut plus prétendre à monter sur le trône. Donc la situation est extrêmement critique, mais rebondissement, on va voir que Henri V Plantagenet et Catherine ont un fils. Ce fils-là, un enfant, est un tout petit bébé au moment où, patatras, son père Henri V meurt. Donc Henri V meurt, son père, et du coup, à qui revient le pouvoir? On imagine que le pouvoir reviendrait à son grand-père Charles VI, puisqu'il est dans la lignée des rois. Rappelez-vous, pour être roi, il faut être fils d'eux ou fils d'eux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Rebondissement suivant, Charles VI meurt. Donc, qui pour succéder à Henri V? Sûrement pas le futur Henri V. Il est un bébé, il a 4 ou 5 mois au moment de la mort de son père. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Charles VI, le dauphin, va dire, eh bien, celui qui est légitime pour devenir roi de France, c'est moi. Et il va revendiquer, du coup, le pouvoir en disant, le plus légitime pour être sur le trône de France, il n'y a que moi. Lui, un bébé, ne peut pas. Henri V est mort. Mon père, Charles VI, qui pourrait continuer à gouverner, est mort aussi. Le seul légitime, c'est moi. Alors vous allez vous demander, pourquoi pas Catherine? Eh bien, dans la loi de la monarchie, les femmes ne peuvent pas être reines. C'est la loi, ce qu'on appelle la loi salique, une loi française spécifique qui empêche les femmes d'accéder au trône. Donc vous voyez que le seul légitime, c'est Charles le dauphin. On verra le futur Charles VII. Donc nous pouvons noter ceci pour synthétiser ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais après la mort de Henri V, Charles le dauphin, Charles VII, qui est empêché d'être roi à cause du traité de Troyes, va revendiquer la couronne de France. Il va dire, je suis le seul légitime pour ça. Et on va voir qui va l'aider à retrouver son pouvoir et s'affirmer comme le seul légitime roi de France face aux Anglais, c'est Jeanne d'Arc. Donc, troisième temps de la leçon, l'épopée de Jeanne d'Arc et le rétablissement du pouvoir royal. Donc, présentons cette femme dont vous avez sûrement entendu parler, qui est Jeanne d'Arc. C'est une jeune bergère qui habite en Lorraine, dans le village de Dorigny, on le verra. On revoit cette représentation ici, Jeanne d'Arc, jeune bergère, aux pieds nus, très simple, très modeste. Et qu'est-ce qu'il y arrive? Elle entend des voix, la voix d'un ange ici qui vient lui apporter une parole. Quelle parole on lui amène? Eh bien, Dieu lui dit, c'est toi, Jeanne, qui va être choisie pour chasser les Anglais du territoire français et faire en sorte que Charles le Dauphin devienne roi de France, soit le roi légitime des Français. Et on voit sur cette représentation ici qu'elle va écouter cette voix-là, ces voix ici, et se transformer en véritable chef de guerre. Vous la voyez ici en dernier plan, en armure, avec un étendard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, Jeanne part de son village de Lorraine, ici, d'Origny, et elle va passer par Troyes, mais surtout aller à Chinon. Alors, pourquoi à Chinon? C'est une ville du territoire français qui n'est pas sous l'autorité anglaise, et c'est le lieu où habite, où séjourne Charles le Dauphin, le futur Charles VII. Et elle va le rencontrer pour lui dire, eh bien, Charles, aide-moi à lever une armée, donne-moi des hommes, et j'ai entendu des voix, j'ai une mission pour te faire être sur le trône de France et chasser les Anglais, et je suis déterminé pour ça. Et donc, Charles lui donne une armée, il lui donne des moyens, et elle va continuer son périple, reprendre la ville de Tours, mais surtout chasser les Anglais. Vous voyez ici en vert, on est dans le territoire des alliés des Anglais, chasser les Anglais qui font le siège depuis plusieurs années de la ville d'Orléans. Qu'est-ce qu'elle fait? En 1429, Jeanne d'Arc, que l'on voit représentée ici, libère la ville d'Orléans, libère le siège d'Orléans et chasse les Anglais de cette ville-là qui était occupée par les Anglais. Donc, le périple, du coup, va continuer, puisqu'après avoir libéré Orléans, elle suit son parcours jusqu'à Reims et organise en quelque sorte
la promesse et des voix qu'elle avait entendues, à savoir faire couronner Charles le Dauphin, le faire devenir le futur roi de France. Et c'est ce qu'elle parvient aussi à faire. Ici, on le voit à la cathédrale de Reims. Charles VII, vous le voyez ici, eh bien couronné par le pape ici, sous les yeux de Jeanne d'Arc qui regarde, on le voit très symboliquement, le ciel, les voix de Dieu en disant voilà, Dieu, j'ai accompli les missions, j'ai accompli les voies qui m'avaient ordonné de libérer une partie du territoire français, de faire couronner Charles. On voit très bien la représentation ici, cette lumière qui inonde l'Église et qui inonde le couronnement de Charles VII. C'est la présence divine de Jeanne d'Arc et cette présence divine qui a permis à Jeanne d'Arc de faire couronner Charles VII. On a vraiment cette mission remplie par Jeanne d'Arc ici. Donc on va pouvoir noter ceci. Jeanne est une jeune bergère de Lorraine qui entend des voix et qui lui ordonne de faire accéder au pouvoir Charles le Dauphin. Premier temps, 1429, elle reprend la ville d'Orléans aux Anglais. Deuxième temps, 17 juillet 1429, Charles le Dauphin devient Charles VII, roi de France. Mais, rebondissement, en 1430, en voulant libérer Paris, puisque la mission de Jeanne d'Arc était de chasser les Anglais du territoire, elle avait seulement libéré Orléans et pas encore d'autres territoires, elle poursuit sa mission. Eh bien, elle est capturée par les Anglais, puis jugée et brûlée vive en 1431. On la voit ici sur cette représentation, les flammes qui entourent Jeanne d'Arc, qui est brûlée par les Anglais. Elle est condamnée comme hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui a trahi la religion, comme une mauvaise femme. C'est pour ça qu'elle est brûlée par les Anglais sur la place publique. Il n'en reste pas moins que Charles VII va continuer, lui, les batailles, la guerre de 100 ans continue. Il a encore libéré le territoire français des Anglais. Et vous voyez là la situation en 1420, la France était encore sous domination anglaise et de ses alliés. Qu'est-ce qui se passe en 1453, à la fin de la guerre de 100 ans? Tout le territoire français est souverain, n'a plus de présence anglaise. Toute la France, non, pas tout à fait, puisque seule la ville de Calais, ici, au nord, est encore sous domination. Le siège de Calais, sous domination anglaise, est toujours présent, va durer encore quelques temps. Donc on va pouvoir noter ceci. Après la mort de Jeanne d'Arc, Charles VII poursuit la guerre contre les Anglais et remporte de nombreuses batailles. Il parvient donc à restaurer l'autorité royale sur le royaume de France. Et la guerre de 100 ans se termine en 1453. Donc on va, pour terminer, vous aviez une frise. Donc pour terminer, on va compléter la frise chronologique avec les grands souverains qui ont marqué toute cette période. On était parti, rappelez-vous, de Hugues Capet, et on avait continué avec Philippe Auguste, Louis IX, Philippe IV le Bel, et les grands souverains de la guerre de 100 ans, ici que vous mentionnez, Charles VII notamment, et après son successeur Louis XI, mais c'est surtout Charles VII à retenir. Donc vous aurez un petit travail à faire pour la semaine prochaine concernant la guerre de 100 ans et principalement l'épopée de Jeanne d'Arc. Bon travail et à une prochaine fois.